Amis Memento Moristes, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui réunis avec deux musiciens dont on va faire connaissance le long de cet entretien, et notre ami Robin de Memento Mori Webzine, notre spécialiste death metal qui m'accompagne. Salut Robin. Salut, ça va? Donc nous allons... Ouais, ça va, ça va. Nous allons parler d'un groupe qui a fait du bruit dans le Landerneau du death metal. Assez rigolo quand on sait que ce groupe est breton. Il a fait parler de lui, bien sûr, dans sa région d'origine, mais pas que ça. On en a parlé aussi hors des frontières celtiques, dans la France, mais même au-delà. On en reviendra dans l'entretien pour voir un peu ce qui s'est dit. On va bientôt, bien sûr, parler d'Infern et de l'album Turn of the Tide. Hop, on reflète, voilà, c'est bon, on voit l'album. Donc, bienvenue Pierre-Loup, guitariste, et Sylvain, bassiste. Racontez-nous comment s'est passé l'acte de naissance d'Infern. Présentez-vous aussi, voilà, comment vous vous êtes rencontrés pour ce projet et quel a été l'élément déclencheur de cette union death metal. Eh ben, Laisse parler, Sylvain. Ah merde, j'allais te proposer la même chose. Alors, tu sais déjà, moi je parle trop, donc je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Lou et moi, on a joué ensemble il y a longtemps en région parisienne dans un groupe de stoner un peu métal qui s'appelait The Dying Seed. Je suis parti ensuite habiter en Bretagne. Le groupe a fini par arrêter par la force des choses. Et puis, on est resté quand même en contact, on se voyait régulièrement. Lou ayant de la famille en Bretagne, il venait souvent. Et un jour, en faisant une petite sortie pour sous-marine à chasser le crabe, on s'est dit ça serait pas mal de remettre ça sur le tapis, quoi. On a contacté son cousin, qui est donc Julien Tanguy, le chanteur. Il s'est avéré qu'il était partant, donc on a commencé comme ça, et puis on a cherché un peu des musiciens qui pourraient faire l'affaire, et au fur et à mesure, on en est arrivé où on est aujourd'hui, avec Simon à la batterie et Jean-Marie à la gratte. Ça traînait un peu Ça faisait longtemps qu'on parlait de refaire un truc. Les photos qu'on a faites, qui sont dans le début de notre Instagram, là où on est en train de pêcher, on a fait de la chasse sous-marine et puis on s'est fait un délire à mettre un vinyle, faire une séance photo. Ça date, c'était, si je me trompe pas, en 2017 ou un truc comme ça, même avant. Ah oui, D'accord. Quelque chose comme ça, ouais. C'était une idée qui nous traînait dans la tête depuis un moment, quoi. Mais, en fait, la réalité de refaire un groupe tous les deux, on a essayé quand on a arrêté The Dying Seed. Il y avait encore Olivier, le batteur d'Antares, qui était avec nous. Et on habitait tous les trois sur la région parisienne. Si je ne me trompe pas, c'est Sylvain qui est venu en premier. C'est toi qui es venu d'abord. Hein. Je suis mieux être parti en Bretagne. On a continué le groupe, on a un peu essayé. C'est Sylvain qui faisait des allers-retours en train sur la région parisienne, voilà, mais ça n'a pas réussi à tenir, quoi. Ouais. Et après, Olivier, il est venu s'installer à Perros, et puis on a arrêté le groupe. Il a rejoint Antares, et pour le coup, il s'est passé 4-5 ans où on se disait, tiens, si on se fait un groupe, un de ces quatre, ce serait sympa de faire du death, et puis on se voyait quand j'allais chez mes parents en vacances, mais sinon, ça marchait pas, quoi. Et je sais plus, on a décidé de relancer le projet Infern vraiment en 2018. Ouais, c'est assez ancien quand même. Non, c'est 2019. 2019, ouais, voilà. 2019, d'accord. Et 2019, on a commencé à composer quelques trucs. On a proposé à Julien dans la boucle, et puis il était OK pour nous suivre. Lui qui a toujours aimé le death, mais il n'en faisait pas, il en a jamais fait vraiment dans d'autres groupes, quoi. Il faisait du hardcore et du métal. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que la partie live, c'est venu bien plus tard, parce que vos premiers concerts, c'était quand? C'est assez récent. Ouais, mais en fait, on a été assez long à démarrer parce que déjà, il a fallu trouver les bons musiciens. En fait, l'idée traînait depuis un moment, mais ça stagnait un petit peu. Ouais. Il a fallu, une fois qu'on s'est décidé à vraiment lancer les choses, il a fallu trouver tous les musiciens. Ça nous a pris un bon moment. Comme Lou était vraiment habite à Paris, c'était compliqué d'auditionner des gars. C'est pas viable, on ne peut pas monter un groupe avec quelqu'un qui habite à 500 bornes d'ici. Ouais. Donc, on rejoint pas mal de musiciens, et donc c'est ça qui nous a pris un peu de temps.
Ensuite, il a fallu composer. Une fois qu'on a réussi à avoir les bonnes équipes, il a fallu recomposer les morceaux tous ensemble pour que ça plaise à tout le monde. Et c'est là qu'une fois qu'on a vraiment trouvé l'équipe actuelle, là, c'est là que ça a démarré et que tout s'est mis en place. On a attaqué les concerts quasiment tout de suite après, quoi. D'accord. Notre premier concert, c'était à Quimper, au Poitin Style. C'était en avril 2020. Faudrait regarder les dates, je me rappelle Ouais. plus. C'était déjà il y a 2 ans, non? Ouais, il y a 2 ans, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je disais, comme si le groupe date de 2017-2018, les concerts, ça fait que 2 ans, quoi. C'est ça, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, quoi. Ouais, voilà, parce que on a composé, on a Voilà. fait le EP de titres. Oui. On a mis un peu de temps à le faire, enfin voilà. Et après, on a composé. On a fait des concerts en jouant les morceaux qui allaient être dans l'album Infern, enfin Turn of the Tide. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas, comme on n'est pas des musiciens professionnels, on a un peu fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut pas faire. Enfin, on avait envie de faire des concerts et de faire avancer le groupe et de progresser nous en tant que musiciens ensemble et d'apprendre à se connaître et de jouer ensemble. Et donc en fait, on faisait les concerts et en fait les gens qui ont découvert l'album, qui nous avaient vus en live, ils connaissaient quand même un peu quelques morceaux. Voilà. C'est clair. Parce que ce truc de dire je tourne pas du tout, je sors un album avec 10 morceaux et après je vais faire des concerts pour promouvoir entre guillemets l'album. Ouais. On n'est pas là-dedans puisque c'est pas forcément notre. Ouais, comme beaucoup de jeunes groupes, c'est souvent ça. Hein. C'est le premier album, c'est un peu une compilation de tous les morceaux que tu joues depuis longtemps sur scène. Et gros, voilà, c'est souvent ça un premier album, quoi. Oui, c'est ça. Et donc ce premier album justement, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, puisque ça fait 4 mois à peu près, c'était le 4 octobre dernier, sorti chez Dolorem Records. Quels en sont les premiers retours? Super. Dans l'ensemble, hein. Moi, je suis agréablement surpris des retours qu'on a eus de tout le monde, des critiques positives. On n'a pas eu ou peu de critiques négatives. Ouais. On a eu beaucoup de très bons avis. Les gens sont enthousiastes. Le retour, on vend des vinyles sur Internet au Japon et en Australie. Ouais. Il y a des gens hyper motivés pour acheter sur Bandcamp et faire avancer le schmilblick. Et au concert, les retours des concerts sont très bons. C'est vraiment top, quoi. Puis comme je disais tout à l'heure, quand je disais que vous avez fait parler au-delà des frontières bretonnes, c'était aussi parce que il y a le youtubeur The Doom Dad, Mathieu Yassef, qui a pas mal parlé de vous aussi, qui a mis en avant dans ses vidéos Infern à plusieurs reprises. Mais pas que. Et ça a été très loin, puisqu'il y a un certain Michael Poulsen de Volbeat et As in Hell qui a carrément fait son top death metal et qui à la fin a quand même dégoté l'album d'Infern à la fin de sa vidéo, quoi. Donc ça doit faire plaisir quand même. Bah, carrément, moi ça m'a vraiment surpris parce qu'en plus c'est moi qui m'occupe des envois par rapport à Bandcamp et c'est vrai que j'avais vu une commande au nom de Michael Poulsen, mais je me suis pas posé de questions, je savais même pas qui c'était. Et quand j'ai vu cette vidéo-là quelques temps après, je l'ai partagé d'abord au gars du groupe. Et là, Simon, notre batteur, nous dit mais putain, c'est génial, ce gars-là, je l'adore. On a été très. C'est un gros fan de death metal, hein, donc ouais. C'est sûr. Ok. Et moi j'avais une question. Quand vous avez décidé de faire ce groupe du death metal, vous pensiez à un certain death en particulier ou alors vous étiez un peu dans le généraliste et on verra avec les musiciens que vous trouverez, ou il y avait une idée assez précise déjà? On va vraiment faire un death groovy et qui se prend pas la tête, quoi. Dès le départ, on voulait faire quelque chose d'efficace, lourd, lent. Moi, on écoute plein de trucs différents, mais on se retrouve sur ce genre de death metal à la Gorefest, Cannibal, Asphyx, Monstrosity. Enfin, le côté technique, brutal death technique, nous, c'est pas notre truc du tout. Déjà, c'est compliqué à jouer et puis on n'a pas forcément envie. Moi, je trouve que quand il y a trop de blast et que ça me sort du groove des morceaux, j'ai du mal à. C'est pas ce que j'ai toujours aimé. Ball Thrower, c'est aussi
un groupe phare, Obituary, ce genre de death-là qui... Ouais. On s'était dit, voilà, faisons des morceaux simples, lourds, lents, mais avec des riffs accrocheurs. Et comme on aime tous aussi le métal qui groove, voilà, on a plein d'influences multiples, mais Alice in Chains, Pantera, Sepultura, Metallica, bref. Un peu de groove et de lourdeur. Voilà, et même si on écoute, certains ont des t-shirts de Cryptopsy et moi j'écoute Psychroptic et Nécrophagiste, mais je serais incapable de jouer ça et j'ai pas trop envie de le faire en fait. C'était pas le but, ouais. On n'avait pas envie de faire une musique où on soit obligé d'être trop concentré sur scène, on voulait quand même pouvoir prendre beaucoup de plaisir et échanger avec le public. Ouais. Pardon. Et c'est ce que, et puis c'est finalement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, on s'est pas dit tiens, faisons un plan, faisons ça et c'est ça qu'on va faire. On s'est juste mis à écrire des riffs et puis on a écrit des compos quoi. Donc après ça donne ce que ça donne. C'est là aussi en fait, c'est ça aussi, je pense, c'est peut-être pour ça que les gens aiment bien ce qu'on fait et que ça a fonctionné, c'est que nous, en fait, on s'est pas dit faisons quelque chose parce que c'est ça qu'il faut faire. On a exprimé ce qu'on avait envie d'entendre. Et c'est moi, je trouve que tous les groupes qui font de la bonne musique, généralement, c'est qu'ils jouent ce qu'ils ont envie de jouer. Et puis, à un moment donné, il y a des groupes, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans. Donc, voilà. Et en termes de composition, il y a une tête pensante ou alors c'est tout le monde en répète, quelqu'un apporte un riff et puis tout le monde le retravaille, etc. Comment ça se passe en termes de composition? Comment vous bossez les morceaux? Comme on est assez éclaté géographiquement, en fait, on est 5. Sur les 5, il y en a 4 en Bretagne, mais on est tous aux 4 coins de la Bretagne. On a tous au moins 1h30 de route entre nous. Et Lou habite, lui, à Paris, donc on répète très très peu souvent. D'accord. Donc, on compose principalement chacun de notre côté. On s'envoie toutes les ébauches de morceaux et chacun donne son avis, on retravaille là-dessus. Et après, quand on répète, par contre, là, on agence les morceaux différemment, les idées sont mises en place à ce moment-là. Il y a eu justement, dans les 2 ans dont tu parlais, c'était pour le coup cette période-là qui est qu'on avait une dizaine de compos, 10-12 compos, et puis on faisait des zooms pour se dire voilà, c'est ça la compo, qu'est-ce que t'en penses? Simon, notre batteur, on lui envoyait des MP3 avec une batterie comme on l'entendait nous, mais après lui, il faut qu'il apporte sa sauce. Et puis finalement, Julien, qui est un chanteur, Julien, c'est un chanteur, mais c'est aussi un musicien, c'est-à-dire que tous les chanteurs sont pas forcément entre guillemets des instrumentistes, au sens où Julien, il est vachement dans la composition et dans l'arrangement des choses. Donc en fait, il nous dit, bah non, mais là, votre riff, il est bien, mais pour moi, ça, c'est le refrain. J'ai écrit des paroles, les paroles font telle taille, donc il faudrait qu'on remette le riff. Voilà, tout ce travail-là, on l'a fait, et c'est pas du travail qu'on fait en répète, parce qu'en fait, on peut pas se permettre de faire des répètes. On a répété à un moment donné pas mal chez Simon, mais voilà, je prends le train, j'arrive le samedi, le matin, voilà, Sylvain vient me chercher à la gare, on fait 1h30 de bagnole pour aller chez Simon à Douarnenez, on répète 5-6 heures, puis à la fin, tout le monde est un peu fatigué parce que c'est quand même long, et puis bah, après, il faut rentrer, et puis en fait, donc tout le travail, il s'est pas fait en répète comme quand on a 15 ans et qu'on boit des bières et qu'on passe 5-6 heures 2 fois par semaine à composer. Ouais. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que pour avoir eu des groupes pendant quand même, autant Sylvain que moi, ça fait 30 ans qu'on fait de la musique dans divers groupes, plus ou moins bien, plus ou moins compétents, plus ou moins installés ou quoi aux caisses. Moi, c'est la première fois que j'ai un groupe dans lequel on est efficace autant en composition à la maison, parce que, bah, en fait, on a eu aussi des groupes dans lesquels on répétait 2-3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, et en fait, tu te retrouves au bout de 4-5 mois, tu te rends compte que tu n'as pas plus avancé que ça. Ouais. Alors qu'avec Infern, bah, on a fait le truc inverse, parce que bah, la géographie fait que, et Internet pour ça est très bien, et le numérique et tout ça, ça nous a permis de composer une dizaine de morceaux en distance. Justement, pour l'album, comment ça s'est passé l'enregistrement? Ça s'est fait où? Et avec qui? Faut pas oublier qu'il y a eu le Covid aussi. Hein. Aussi, oui, c'est vrai, oui. Exact. Ah, on a oublié ça, oui. C'est vrai. C'est tellement loin. Si je me trompe pas, on a créé le groupe
au moment du Covid, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, en Ça fait, c'est on s'est retrouvés à composer à la maison et à faire des trucs. Et puis, et on s'est dit, bah tiens, on lance le projet. Et boum, le Covid arrive. C'était presque une sorte de. C'était presque potentiellement. Ça nous a laissé du temps, finalement, pour faire Une opportunité. naître ce projet, en fait, Ouais. sans avoir de stress, de se dire, ça fait. Et l'enregistrement, vous avez fait ça où? Alors la batterie a été faite chez Ben Lessou de Biblast. Mhm. Il a un studio et il est lui-même batteur, du coup il savait vraiment de quoi il parlait. Et Simon était très à l'aise là-bas, ça s'est super bien passé. Il était venu faire des démos avec son studio mobile chez Simon dans sa grange. Et donc, nous, on a fait des pré-démos avec ça. Et ensuite, Simon a enregistré pendant 5 jours, 6 jours, je crois. Ça, 5 jours, il a enregistré les 10 morceaux avec Ben, qui s'est occupé de ça, quoi. de toutes les prises de son. Et ensuite, le guitare et chant, guitare basse et chant, on a fait ça chez moi dans une pièce où tout se passe, quoi, où je fais tout. D'accord. Et on a tout envoyé à Charles Elliott, le guitariste chanteur de Abyss Moldern à Los Angeles, qui lui a tout mixé et fait tout le boulot à distance, encore une fois. Ouais. Et pourquoi lui, du coup? C'était un. Quand on voulait faire notre deux titres, le premier deux titres, là, on avait cherché un petit peu chez qui faire mixer ça. On avait des gros noms qui faisaient des albums qui nous avaient bien plu, mais soit c'était pas réaliste, soit c'était vraiment trop cher. Ouais, Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait toujours bien aimé le son d'un album d'Abyss Moldern. d'accord. Et ce mec-là, il a aussi. C'est lui qui fait le son de son groupe, pourquoi on lui demanderait pas, quoi. Et donc on lui a envoyé un petit mail et il nous a dit bah ouais, carrément, les tarifs nous convenaient, il avait l'air sympa et facile d'accès, donc on a fait. Le résultat nous a bien plu, donc pour l'album, on n'a pas réfléchi longtemps, on s'est dit bah on refait ça avec lui, quoi. Voilà. Bah ouais, Et le EP il de était titre, c'était bien. Ouais. Le son était correct. On n'avait pas à rougir. On lui en a reparlé. Pour le coup, on a fait le réamping des guitares chez lui. Donc, en fait, on a enregistré. C'est ça aussi, le numérique, ce qui nous a permis de faire les choses bien, c'est qu'on a tous nos boulots, nos trucs. Et aujourd'hui, la musique, c'est intéressant dans ce sens qu'on peut passer du temps chez soi à faire les choses bien, sans pour autant flipper d'aller en studio en payant, comme on faisait il y a 15 ans en arrière, payer 600 € par jour dans un studio, alors que tu arrives et puis qu'en fait, les morceaux, tu les connais à 80%. Donc voilà. Là, il y a ce truc-là qui est qu'on peut se permettre chez soi de bien bosser les trucs, de bien faire les choses, et ensuite on envoie ça à Charles. Charles, typiquement, il a fait le son des grattes avec son Mesa Boogie Mark IV et sa recette à lui. Il y a un petit côté frustrant de ne pas être à côté de lui et de voir quelle est la recette d'ailleurs, mais ça, malheureusement, c'est aujourd'hui, voilà. Après, avec la distance, l'âge qu'on a, les contraintes professionnelles et familiales, on peut se permettre de passer C'est sûr. C'est compliqué de passer 15 jours tous ensemble à enregistrer, d'être là pour le mixage et tout. On aurait adoré, non, mais On aimerait bien faire comme faisait Misanthrope à l'époque, d'aller en Suède chez, je sais plus comment il s'appelle, Friedman, au studio Friedman pour enregistrer. Mais on a cette chance aujourd'hui de pouvoir avoir un son qui, a priori, plaît au plus grand nombre, hein. J'ai cru comprendre que déjà nous plaît à nous. Oui, c'est l'essentiel déjà. le son de l'album d'Infern, il est vraiment correct. Et en fait, c'est les technologies d'aujourd'hui qui nous permettent d'arriver à un résultat comme ça. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que il y a un côté très old school dans le death metal d'Infern, et en même temps, peut-être pas pu exister tel qu'il est. En même temps, ça rend les technologies que des fois certains groupes un peu puristes, etc., crachent un peu sur certaines méthodes d'enregistrement, etc. Donc, du coup, je trouve ça intéressant que finalement que le côté old school, etc., puisse exister aussi grâce à ces technologies et à ce que ça nous permet en tant que Zikos. Ouais, mais tu vois, par exemple, là, si on fait cette interview, on est tous sur un portable ou sur un ordinateur dans une pièce aux quatre coins de la France.
on n'aurait pas pu le faire non plus. Donc, il faut savoir vivre avec. Ou par téléphone. Souvent, c'était par téléphone. C'était par téléphone aussi. Oui, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que des mecs de notre génération, on a connu l'avant d'Internet, on a connu le pendant, et puis maintenant, on a ces débats-là, même entre guitaristes. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, j'étais avec Jean-Marie, on était en train de se dire est-ce qu'on se met au quad cortex ou pas, oui, mais non, c'est quand même mieux les amplis à lampe, blablabla. C'est des trucs. Non, mais c'est toujours des débats. On a cette chance de pouvoir se poser ces questions-là et de trouver ce qui sortir son épingle du jeu. Ce qui est sûr, c'est que avec le budget qu'on avait, la vie qu'on a, professionnelle, les familles, les trucs, avoir un résultat comme on a aujourd'hui avec l'album d'Infern, c'était pas possible il y a 15 ans en arrière. Oui. Dire, moi, quand j'ai commencé avec mes groupes à l'époque, on enregistrait sur des 4 pistes à cassette dans la cave. On faisait la batterie sur 4 pistes, on balançait ça sur une seule. Le mix, il était fini. Après, ça, les jeunes qui l'ont garderont. C'est du black metal, quoi. Ouais, et même avec Sylvain, quand on a enregistré notre album avec The Dying Seed à l'époque, on voulait faire les choses à l'ancienne. On a fait un album, on a enregistré basse-batterie sur des magnétos à bande dans le studio à Pantin. Là. On était super contents, c'était vachement bien. Mais une fois que c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça. Et puis après, on a fait il y a plein de façons d'enregistrer, mais c'est juste qu'à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Un studio d'enregistrement avec un mec qui fait des placements de micro. Ah, je préfère une tête 51-50. Ah bah oui, mais moi, Mesa Boogie, dual rectifieur, gna gna gna. Et puis hop, et après, t'es là, t'as un jour où t'es pas dedans. Le chant, c'est pareil. Julien, il a pas enregistré ses 10 chansons en 2 jours. Il a pu prendre le temps, la voix, de refaire. Voilà. Non, on a cette chance-là que c'est vraiment bien. Après, Charles, pour le coup, il est aux États-Unis. Quand il nous envoie un mix. Pour le mixage, c'était un petit peu, comment dire. Il nous envoyait un premier mix avec ses idées à lui. On réécoute, donc lui, avec le décalage horaire, il t'envoie ça, il doit être 2h du matin. Nous, le lendemain matin, quand on se lève, on écoute ça, on est tout content. Toute la journée, on se bat entre nous en disant ouais, mais non, il faut changer ça c'est nul, ça c'est encore mieux, etc. Le temps qu'on lui fasse le retour, lui, il fait de nouveau nuit chez lui, etc. Donc à chaque fois, ça prenait un peu de retard. Ouais, bien sûr. De temps, mais... Ça, c'était le côté frustrant un peu du process. C'est-à-dire que le côté humain dans le numérique, on aimerait potentiellement, pour le prochain album, on aimerait bien faire un deuxième album. Il faut maintenant composer des nouveaux morceaux, bref. Dans l'absolu, on aimerait bien partir tous les 5 pendant 3 semaines en vacances dans une grange, comme faisait Queen, d'aller enregistrer dans un château. Mais ça n'existe pas. Ouais. Oui, ou alors tu vis de ta musique. À ce moment-là, Voilà, c'est taf, en fait. Et tu sais que l'album va te permettre ensuite soit à la fois d'enchaîner des tournées, de te nourrir, de nourrir ta famille, etc. Là, oui, mais sinon, effectivement, en tant qu'amateur, tu peux pas te le permettre. Après, ça peut être, pourquoi pas, un projet à un moment donné, un jour dans la carrière d'un groupe aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une organisation et c'est pas aussi accessible que ça. Il faudrait déjà qu'on réussisse à répéter et à se retrouver tous les 5 plus que 2 jours d'affilée. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc voilà, en tout cas pour l'album, Charles, on était très contents. Il y avait ce côté un peu stressant sur la fin, les finitions, c'était difficile parce que ah ouais, mais je trouve que le son de la guitare, il est un peu chimique. Ah ouais, mais pourquoi? Et on se comprend pas. On écrit un mail en anglais, il nous répond en anglais. Mais ça veut dire quoi, shiny, sparky? Ça veut dire quoi? Oui, mais pas assez de bottom end dans la basse au niveau du truc. J'aime bien quand c'est plus claquant, mais tout ça, ça va rien dire. Après, on est allé le chercher pour un son bien précis aussi. Mais... Vous aviez donné un peu vos comment dire, vos goûts et sonner un peu, pas sonner comme, mais un peu dans le style de tel groupe ou tel groupe, un peu cette sonorité justement groovy, comme tu dis, à la Asphyx, ou Obituary, tous ces groupes-là, quoi. Par exemple, on lui avait pas dit qu'on voulait sonner comme Ball Thrower, voilà. parce que le son de Ball Thrower, il est très très typé. Oui. C'est quand même très lourd, très sourd, avec là et tout, enfin, je veux dire. Oui, c'est pas un son entre guillemets, il est pas toujours hyper équilibré dans Ball Thrower. Ils font volontairement aussi
des choix avec une basse hyper amplifiée. Du coup, on va perdre certains aspects, l'aspect un peu claquant, etc. Dans Ball Floor, pas du tout. C'est des parties pris après, bien sûr. Tu te souviens, Sylvain, ce qu'on avait dit on avait parlé de quoi? On avait parlé de. Un peu justement, de Abysmal Down, il y a le morceau Inanimate, et puis je sais plus comment ça s'appelle, que moi j'écoute. Bon, j'aime beaucoup les premiers albums de Abysmal Down. Après, ça devient hyper technique et je trouve que c'est un peu trop. Ouais, et puis même la prod, elle devient très synthétique, un peu, je trouve. Alors que son premier album, là, c'est In Passage in Time, je crois que ça s'appelle. Bon, c'est un morceau, voilà, ce son-là. Il y avait aussi Blood Red Throne, tu te rappelles? On avait dit au niveau. Non, ça faisait partie des trucs qu'on avait éliminés, justement, parce qu'on avait fait toute une section où on réunissait plein de noms de groupes qui nous plaisaient plus ou moins, et puis après on a écrémé pour voir non, on s'était fait un fichier Excel où on avait dit voilà, il y a ça. Ouais. Et puis. Trop de citer quel groupe on avait donné en référent, mais en tout cas on l'avait bien guidé quand même en lui disant tiens, on veut un peu cet esprit. Il n'y a pas le côté HM2, ça c'était. Ah ouais, oui. Mais oui. Suédoise. Il y avait un peu Gorefest. Là, c'est encore autre chose parce que ça vous lie à toute une scène particulière du coup si vous faites de l'HM2. Ah bah ouais. Sort du métal, tout de suite, vous êtes lié à quelque chose en particulier. Donc, ce qui n'est pas le cas. Non, nous c'est plutôt. Après voilà, le son il est. C'est une recette, on est arrivé à ce son-là. Typiquement, je pense que si on refait un album, on verra comment on fait, mais il faudrait essayer de garder ce son. Ce qui est aussi un peu difficile, c'est comment tu retranscris en live ce son-là. Oui. Oui, bien sûr. Nous, je sais pas, pour nous avoir vu, Sébastien, plusieurs fois, tu pourrais nous donner ton avis, mais. Je trouve qu'en live, vous avez un côté un peu plus brut que sur l'album. Il y a toujours ce côté groovy, évidemment, là, il est complètement là, mais un côté un peu plus brut. Alors, c'est peut-être aussi dû à Julien, qui est une vraie pile et une boule d'énergie sur scène. Julien, sur une scène, il tient pas. Il faut qu'il aille devant, il faut qu'il fasse des allers-retours. C'est un chien, un lion en cage. Il tient pas. C'est peut-être son côté un peu hardcore aussi. Il vient du hardcore aussi, donc on sent justement ce côté un peu plus brut et puis cette puissance un peu plus hardcore en live. Ça reste toujours très death et groovy, mais voilà, il y a cette différence. Après, le son reste quand même très, très proche de l'album au niveau des guitares et de la lourdeur et de ce son un peu groovy. Je sais que ce mot-là qui me vient, mais un côté un peu plus. Faut voir. En live, il y a ce petit côté plus brut qu'on retrouve, je trouve. Ouais, c'est un peu logique aussi avec l'énergie du live. Exactement. Oui, et puis la prise de son, le mixage, tu as deux grattes à droite, deux grattes à gauche. Tu vois, les couches de trucs, c'est sûr. Après, comme on n'est pas non plus des professionnels aussi, on s'améliore de concert en concert, on essaye de trouver comment faire pour, d'un concert à l'autre. Il y a des problèmes techniques, on a Jean-Luc qui nous suit, notre ingé son, et puis on progresse ensemble petit à petit, mais voilà, là, depuis que l'album est sorti, depuis qu'on a commencé à bien tourner, on en est quoi, une douzaine, 12, 14 concerts, on va dire. On commence à être de plus en plus à l'aise avec le set, on commence un peu à. Et ça nous arrive d'avoir le retour qui marche pas, un ampli qui cela. Ça fait partie. Ça reste le live, ça reste encore quelque chose qu'il faut apprivoiser et essayer de maîtriser pour essayer de rendre ce qu'on a sur album en live, quoi. Mais en même temps, pour l'instant, les retours des gens sont quand même positifs. Oui. Et je voulais savoir, pour le choix, vous avez sorti votre album chez Dolorem Records. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était vraiment une volonté d'aller c'est Alex, je crois, le fondateur du label, d'aller chez lui, ou est-ce que vous en avez démarché plusieurs et c'est lui qui ça a matché le mieux avec lui ou pas? Bon, comme tout le monde, on a démarché un petit peu d'autres labels également, mais c'est lui qui a répondu parmi les premiers et qui avait l'air vraiment le plus motivé, le mieux approché. Moi, son roster, je l'aime beaucoup, quoi. J'écoute pas mal le groupe de chez lui, donc c'est vraiment plaisir que ça l'intéresse. Et puis, au fur et à mesure, il nous a vraiment montré son sérieux et son côté agréable, donc pas hésiter longtemps. Ouais,
c'est un truc de proximité aussi, le fait d'avoir un label français avec quelqu'un qu'on peut avoir au bout du fil. Tout à On fait. on se fait des visios. Je pense qu'aussi après, justement, après ce truc avec Charles et puis le fait de faire les États-Unis, le truc, on avait aussi envie d'avoir Du local. Oui. On change de mail et tout de suite on s'est eu ensuite au téléphone et c'est vrai que c'est vachement plus facile et agréable. on a envoyé à des labels des gros trucs américains et on a tapé un peu large. On a fait une liste. Bon, voilà, il y a des gros labels métal, on va dire, Ouais. pas les majors et tout ça, parce que de toute façon, on n'a rien fait avant et personne ne nous connaît, donc c'est pas du tout crédible. Mais justement, pour rester dans ce truc d'être un groupe, un petit groupe français qui essaye de faire les choses bien, et ben, autant avoir un label français qui essaye de faire les choses bien. Et en fait, on est cohérent. On est, je pense, le genre de groupe qui correspond à un label comme ça, plutôt que d'être un petit groupe avec un plus gros label qui s'occupe pas de toi et puis que tu peux pas avoir personne au téléphone. Voilà. Donc, on s'est trouvé en fait. Après, on a envoyé à d'autres gens qui plus tard nous ont dit ah bah tiens, si j'avais su ou j'avais pas vu votre mail, c'était dans les spams. Enfin, tu vois, c'est rigolo maintenant quand on croise des gars qui nous disent ah merde, putain, ah ouais, mais j'avais la tête sous l'eau à ce moment-là. Si j'avais su, je vous aurais signé, gna gna gna. Mais c'est pas grave, ça, en fait. C'est comme ça. Ça s'est fait. Peut-être des gens qui viendront frapper à votre porte pour le deuxième. Bah, On verra. On est voir. vraiment très content de travailler avec Alex chez Dolorem, donc aucun regret. Vous n'êtes pas noyé dans la masse d'un gros label, c'est ça qui est bien aussi, voilà. Il travaille ses groupes pareil, quoi, c'est ça. Ouais, Et pour la pochette, comme vous pouvez voir, c'est un crabe, donc lien avec la partie de pêche du début. Sur le EP, je crois que c'était aussi un crabe, je crois. Bon, est-ce qu'on parle du fait, est-ce qu'on définit une bonne fois pour toutes cette rumeur et est-ce qu'on casse la rumeur? Parce que j'ai encore des gens qui me disent qu'ils croient vraiment qu'on a trouvé un vinyle dans la mer. On a essayé de faire tenir le truc le plus longtemps possible. Hein, des fois, on se dit putain, il y en a marre de cette histoire de crabe, passons à autre chose. Et moi, j'ai dit mais non, il faut qu'on garde jusqu'au bout, tirons le fil. Ah, t'es sûr, on va pas encore faire un t-shirt avec un crabe? Et je dis mais si, on n'est pas allé jusqu'au bout du. Exploitons le filon du crabe jusqu'au bout et après on passe à autre chose. Parce qu'effectivement, donc disclaimer, nous n'avons jamais trouvé vraiment un vinyle. C'était une mise en scène. C'est une légende. Hein? Et qui est à l'origine de la pochette? Qui l'a dessinée? Alors c'est un gars qui s'appelle Rico. On l'a découvert un peu par hasard sur Instagram en cherchant des graphistes et tout, et on est tombé un peu sous le charme, on va dire, de ses dessins, de tout ce qu'il fait. Et on a été content de voir que ça le branchait quand on l'a contacté. Donc voilà, ça s'est passé simplement aussi. Pareil, on l'a guidé, on lui a demandé, on avait un concept. Il fait pas mal de choses un peu dans un peu style comics, un petit peu film d'horreur, un peu comme les affiches de vieux films comme il y a sur les guitares de Kirk Hammett là. Ah oui. Les magazines pulp. Voilà, et donc lui, il avait cette esthétique et on lui a dit bah voilà, on l'a guidé, on s'est dit bon, repartons encore sur l'histoire du crabe. On l'a déjà fait pour c'est un peu notre gimmick, voilà, c'est la Bretagne. Utilisons ce truc-là, mais pour le coup, par rapport au morceau Ecoside, qui n'est d'ailleurs pas sur l'album, on se disait, le concept c'était de dire bah voilà. Le crabe, un crabe un petit peu léviathan, on va dire, qui vient défoncer l'humanité pour se venger. Ouais. En gros, l'état de la planète dans lequel est la planète, c'est quand même dû à l'activité humaine et voilà. Et on s'est dit, bah, le concept de l'image qu'on lui a demandé, c'est dessine-nous comme un Godzilla ou un monstre japonais qui sortirait des entrailles de la Terre pour aller en gros, tuer l'humanité et mettre fin à la gabegie généralisée de ce qu'on est en train de faire depuis, voilà, avec l'industrialisation. Et après, bah voilà, pareil, on lui a dit, bah non, ah ouais, non, on s'est pas compris, ton crabe, il est trop petit, ou alors il est trop gros, machin. On a fait 2-3 allers-retours, et puis après, la pochette, on l'a laissé. Surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'était de le laisser aussi un peu comme un tatoueur. Oui.
quand tu dis trop à un gars, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, ah bah non, nanana, à un moment donné, les gens, ils se sentent pas investis et donc le résultat est moins bien. Donc là, pareil, on lui a dit, voilà, peut-être que tu pourrais faire ci, et puis ça comme ça, et après le reste, c'est le résultat. D'accord. Et pour la promotion de cet album, vous avez aussi tourné 2 clips. Le premier qui est sorti juste avant la sortie de l'album, Tormented Paranoid, et le deuxième qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puisque c'était le 18 février, donc là on est je ne sais plus, le 24, je crois, ou le 23, donc voilà, la semaine dernière, Burning Fields. Ces 2 clips, où les avez-vous tournés? Enfin, d'abord Tormented Paranoid, vous l'avez tourné où? On avait fait un concert à Plohermel, dans la salle le Tiroir. Ouais. Et on s'est dit, tiens, le lieu se prête carrément pour tourner un clip. Ça a de la gueule, quoi. Il y a pas mal de beaux visuels sur place. Et donc, on a recontacté l'équipe de la salle et ils étaient partants. Donc, voilà, on a invité pas mal de potes et on a tourné ça là-dedans, quoi. On a fait ça cet été, enfin l'été dernier, quoi. Une canicule. Il faisait bien chaud. Mémé était dispo, elle est venue, voilà, entre autres. Si vous faites pause, vous pouvez la voir. On a utilisé un système de prise de vue un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a fait ça en photo rafale. Ouais. Le chef opérateur, Julien, là, c'est le mec torse nu tatoué qu'on voit dans le clip de Burning Field. D'accord. Il nous a mitraillé, on a fait une espèce de mise en scène. Le but, c'était de dire, faisons un clip où on arrive dans le tiroir, il y a des gens qui sont en train de boire et manger peinard, et nous, on se pointe et on arrive avec nos amplis et on se met à jouer, et ça les dérange, et à la fin, ils se rendent compte que c'est pas si mal que ça, et puis on boit un coup ensemble, et puis voilà, c'était ça le délire. Ok. Donc on a invité des copains, la famille, donc les gens qu'on voit, c'est les conjoints, les parents, les enfants, et puis quelques potes de groupe et tout ça. Et on a tourné ça pendant une journée entière. Ça nous a pris quand même 5-6 heures à tourner, à travailler la photo. Et après, derrière, il y a tout un taf de montage. C'est un peu j'imagine, ça doit être assez colossal. C'est ça, c'est Julien, notre pote chef opérateur, qui a fait le montage du clip. Ok. Voilà. Et Burning Fields, c'est tourné au même endroit? Même jour, on a tourné, une fois que le clip était terminé, vers 17h, tout le monde est parti, et nous, on était bien crevés, on était suants, et voilà. Et on s'est dit, allez hop, on mollit pas, faisons Burning Fields sur fond vert. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, dans la foulée. Donc on a tendu un fond vert sur le mur de la salle que vous connaissez là. Ouais. Et on a fait 3-4 prises chacun, morceau Burning Field, donc pour ensuite faire un montage, et ça a duré un peu de temps. C'est pour ça que le truc est sorti le 18 février aussi, c'est parce que il a fallu ensuite faire un montage. Le clip est sorti pour l'instant sur la chaîne de Lorem. Ouais. Je ne sais pas s'il a été encore bien vu pour l'instant, mais il y avait une news dans Radio Metal. Radio Metal, qui a diffusé le truc, ouais. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va essayer de le faire. Je ne sais pas s'il a été encore bien vu, ce clip. Mais voilà. Puis voilà, quoi, ça va. On va le faire sur les réseaux. Et ça, pour le coup, c'est le fameux, dans les remerciements, c'est Jean-Loup Scorsese, le réalisateur du truc. C'est moi, en fait. J'ai passé pas mal de temps à faire du montage sur l'ordi. Ouais. Au début, j'étais parti dans plein de directions, et puis on en a parlé ensemble, et puis c'était compliqué. Alors, je mélangeais des trucs de Trump et machin, et la fin dans le monde, et le bidule et le truc. Mais en fait, c'était trop éparpillé, donc j'arrivais pas à trouver le bon sujet. Et puis après, on s'est recentré sur Burning Fields, les champs en feu et la guerre, quoi. En gros, ça parle de ça. Et donc là, je me suis dit, tiens, si je mettais un peu d'images d'Ukraine et de Gaza mélangées en noir et blanc, en noyant un peu tout ça pour pas forcément... Et voilà, et ça donne le clip que ça donne. Robin, t'as peut-être une question? Non?
Alors concernant les clips, pas du tout, parce que moi j'ai assez peu d'intérêt pour les clips en général. J'ai toujours trouvé que les clips métal étaient un peu ridicules et je trouve qu'il y en a peu qui arrivent à porter la musique généralement. Donc moi les clips, j'ai pas d'opinion là-dessus. Moi je me pose surtout la question, maintenant, vous, est-ce que vous pensez, parce qu'on a l'impression un peu que l'album c'est une sorte d'album concept un petit peu, il y a des lignes directrices au niveau esthétique, musical, le truc du crabe, etc. Et je me demande, la suite, qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que ça va être des suites? Est-ce que vous allez la jouer on va surprendre tout le monde, on va venir faire un contrepoint ou pas? Enfin, et c'est plutôt ces questions-là, moi, je me dis, maintenant, c'est quoi la suite, quoi? Est-ce que vous avez des hypothèses comme ça? Est-ce que vous en avez parlé? On commence à en avoir un peu marre du crabe, donc on pensait partir. J'ai cru comprendre. Prochainement, on sera sur un Bernard l'ermite. Ça va être, on sait pas encore. Honnêtement, pour l'instant, on n'en a vraiment pas vraiment parlé, en fait. Ouais. Parce que c'est le truc du concept dont tu parles, il n'y avait pas vraiment de concept. En fait, c'est plutôt des choses qu'on a mis les unes après les autres. Mais les paroles, c'est vraiment le. Oui, il n'y a pas de narratif. Vraiment Julien, les paroles. Ouais. Julien, il fait ses trucs. Nous, on n'a pas trop donné ni de ligne directive, ni de sujet. Moi, j'ai jamais écrit de paroles. J'ai jamais été très bon pour ça. Et puis, c'est son truc à lui. Et les sujets qu'il a abordés sont pas forcément reliés à un crabe. Et par contre, non, le nihilisme, la destruction de la planète, et puis enfin, en gros, voilà, c'est quand même des thèmes, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est la guerre, c'est les choses qui sont pas très belles à voir dans le monde qui nous entoure. Et ce qu'on fera, on n'a pas vraiment parlé de la suite, en fait. Pour l'instant, on compose des morceaux, on essaie de se mettre d'accord sur des riffs, on essaye de trouver des trucs intéressants et la nouvelle étape, c'est justement ça, c'est qu'il va falloir qu'on compose et qu'on... Parce qu'en fait, on a réfléchi un peu à la suite et on a composé pour le deuxième album. Et s'il y avait une ligne directrice, c'est de faire la même chose en mieux, quoi. On essaie de retrouver un peu le même esprit, mais en plus puissant, en plus on essaie de faire la même chose en mieux. Ouais, tout en essayant pas de faire la même chose non plus, mais en essayant de faire d'autres morceaux, en fait. Oui. Et donc de composer des nouveaux trucs, et puis on verra où ça nous mène. Et on a les envies de... La ligne directrice est effectivement la même, dans l'absolu. On va pas révolutionner, mais on a envie d'écrire des trucs qui sont en 2025, et l'album qu'on sortira, je sais pas quand, il sera le reflet de ce qu'on est aujourd'hui, avec et les textes. Julien, il a déjà des textes en tête, il nous en a pas parlé. Je te passe, enfin, je sais pas si tous les musiciens sont toujours tous au courant de ce que raconte le chanteur quand il chante. Ça dépend. Il y en a qui aiment avoir aussi au moins ce regard, d'autres qui s'en foutent un peu, ça va dépendre, effectivement. Alors oui, dans l'album d'Infer, il n'y a pas de concept en tant que tel, mais vous avez quand même réussi à trouver une esthétique, un petit narratif concernant le groupe et entre guillemets l'histoire du groupe, ou un peu sa légende avec le vinyle trouvé. Et moi, ma question, mais peut-être que là, en ce moment, vous pouvez pas y répondre parce que vous n'êtes pas dans cette réflexion-là. C'est est-ce que ce narratif-là du groupe, est-ce que ça va continuer ou est-ce que vous allez aller totalement vers autre chose? Fini les crabes, fini la plage, fini Godzilla, crabe, etc. Et on va passer sur d'autres esthétiques, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir à l'avenir comment vous allez jouer cette carte. Pareil, quand je regarde la pochette de l'album, elle est très monochrome entre guillemets. Elle est voilà, elle est pas très colorée,
etc. Ça fait partie, je trouve, de l'identité de l'album aussi. Moi, ça, c'est mon fonctionnement. Je dissocie pas trop l'esthétique de l'album parce que je considère que justement, les artistes, ils réfléchissent à c'est quoi la pochette qui va représenter le mieux, c'est quoi l'artiste ou l'œuvre qui va représenter le mieux notre musique, etc. Et du coup, vous, je trouve qu'il y a quelque chose pour un premier album qui est quand même assez maîtrisé et assez pensé à ce niveau-là. Et donc moi, je me dis, tiens, deuxième album, est-ce que ça va continuer vers là? Est-ce que ça sera entre guillemets une forme de suite esthétique ou pas du tout? Voilà, moi, c'est un peu mes questions. Mais je pense que là, effectivement, vous êtes à la période où vous kiffez et vous êtes à peine dans l'élaboration peut-être de ce qui pourra devenir le second album. Donc peut-être que c'est des questions que vous n'avez pas encore. En tout cas, moi je me les pose en tant que celui qui a chroniqué et écouté votre album un certain nombre de fois. Je me dis, bon, là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quoi. C'est cool déjà que tu te poses toutes ces questions sur notre univers, ça fait plaisir. Pour l'instant, en effet, c'est un peu trop tôt. On sait que de toute façon, on voudra un truc cohérent comme le premier. On voulait l'esthétique et la musique aillent bien ensemble. On gardera qui match, mais savoir si on va continuer sur le même délire ou pas, on ne sait pas encore vraiment. Oui. Après, c'est des histoires de rencontres et puis tu vois, dire notre logo. À un moment donné, on s'est dit tiens, faisons notre logo. On a rencontré Lord of Logo qui nous a fait notre logo et puis pof, on est passé à la suite. Après, on s'est dit tiens, il y a ça. Ton histoire de crabe, faire des photos, c'est marrant, c'est rigolo. Ouais, vas-y. En fait, quand tu décides un truc à un moment M, après ça t'envoie vers un autre truc. Soit tu assumes et puis tu continues là-dedans, soit tu dis ouais non, c'est une idée à la con, on arrête. Là aujourd'hui, le prochain album, on a déjà des riffs, on écrit des morceaux. Le morceau il s'appelle 32 ou il s'appelle je sais pas quoi, et Julien il dit bah ouais mais c'est pas ça le titre, les paroles ça parle de ça. Bon, c'est lui qui décide, et puis peut-être qu'à un moment donné on se dira bah tiens, des paroles de l'album tous les morceaux qu'on a fait, il y a un morceau qui ressort, c'est ça le thème. Si tu as 10 morceaux, 8 morceaux, le thème peut-être que c'est ça qui nous guidera vers une esthétique. Peut-être que Rico, on va retravailler avec lui et puis il a sa patte. Les Megadeth, ils ont fait 4-5 albums avec le même mec qui fait les pochettes. Iron Maiden aussi, voilà. Tu vois, je me posais la question si le crabe allait pas devenir une sorte de mascotte aussi. Parce que j'ai quand même trouvé que pour le coup, c'était assez original comment on transforme un animal qui de base, moi, me paraît pas très métal, hein, voilà, entre guillemets, dans l'esthétique, qui tout d'un coup devient un truc plutôt stylé et plutôt métal. Je me suis dit, tiens, ils ont peut-être trouvé un truc là. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais toutes ces questions. On s'est posé nous-mêmes la question de savoir si ça devenait notre mascotte ou pas, et par le fait, c'est devenu un petit peu, ça l'est devenu un petit peu. Est-ce qu'on va pousser dessus ou pas En tout cas, oui. C'est ça qui est marrant, c'est que de toute façon, quoi qu'on décide, et puis de toute façon, c'est nous qui déciderons, il y aura toujours des gens pour dire ah ouais, mais pourquoi il n'y a plus le crabe, ou alors ah ouais, putain, vous avez encore utilisé votre crabe. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais, c'est vous qui décidez, il ne faut pas faire en fonction des autres. Non, mais voilà, et pour l'instant, honnêtement, mais tu vois, tu as des groupes qui disent tiens, on va faire une nouvelle pochette, faut vraiment qu'on choque les gens en faisant totalement l'inverse de ce qu'on faisait avant. Tu vois, et puis tu as des mecs qui font des pochettes où ils gardent une esthétique parce que ça te. De la même façon qu'on a fait le truc sans vraiment le penser en amont. Nous, on est plutôt dans le fait de faire les choses. Et ça se construit comme ça, en fait. Et donc, ça se trouve, à un moment donné, il y a un tel qui va dire ah, j'ai vu tel graphiste vachement bien, il y a une peinture qui me plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a rien à voir. Mais toi, une peinture vachement belle avec un truc un peu, voilà, et puis tu mets juste le logo Infern, les gens, ils vont se dire ah tiens, d'accord. Puis tu mets un petit crabe en bas à droite et hop, c'est bon. Il revient. Alors, je voudrais mettre un peu l'album de côté pour évoquer un peu le pendant live. Parce que la dernière fois que je vous ai vu en concert, c'était au mois de janvier à Guingamp. Et pendant ce concert-là, il s'est passé un truc pas banal, c'est que Pierre-Loup, t'as laissé ta place à un moment donné à un autre guitariste pour 2 titres. Pourquoi? Que tu t'es fatigué.
T'étais fatigué, ouais, c'est bien ce que tu nous avais dit, mais t'es quand même venu chanter sur le deuxième titre. Donc ouais, effectivement, vous êtes allé laisser la place à un autre musicien costarmoricain d'un autre groupe de death metal aussi. Alors pourquoi cette mise en scène est-ce que ça amène quelque chose pour le futur? Ouais, en fait, professionnellement, moi, je ne vais pas pouvoir être dispo pour le concert qu'on va faire le 12 mars à Morlaix, au Sioux, pour le warm-up du Hellfest. Ouais. Et, et en fait, on s'est dit que c'est aussi quelque chose qui allait permettre aussi de nous libérer un peu du stress que ça représente, parce qu'on a quand même fait énormément de concerts pour des mecs qui bossent à côté. Et voilà. Oui. Récemment, là, on a enchaîné un concert tous les 2-3 semaines depuis le mois de septembre. Là. Et donc, on s'est dit, trouvons un autre guitariste, peut-être, pour venir dans l'histoire Infern et nous aider à faire que si moi ou Jean-Marie, on n'est pas dispo à cause du boulot, on peut quand même assurer les dates pour lesquelles on s'est investi. Ouais. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est que quand on fait du booking, et c'est nous qui le faisons, on n'a pas un booker qui nous appelle en disant les gens veulent vous voir, c'est génial, machin. On envoie des mails, c'est beaucoup Sylvain qui s'en occupe. Et quand on dit oui, on fait un concert dans 6 mois, ok, on accepte, parce que là par exemple, on est en train de s'occuper de trouver des dates pour le mois pour l'automne et la fin d'année déjà. Oui. Si on dit oui, on est dispo parce qu'on a envie de tourner et qu'on a envie de faire des concerts, alors que moi je travaille. Je ne sais pas quelles sont mes dates, que Jean-Marie il bosse le dimanche une fois sur 2 et que Julien il ne peut pas poser ses jours un an à l'avance, c'est quand même assez compliqué. Donc tout ça pour dire que je me fais remplacer au concert. Et donc, présente-nous ce guitariste. Qui est-il? Sylvain. Eh ben, en étant dans les Côtes-d'Armor, moi, plusieurs fois, j'ai croisé Guillaume, qui est le fondateur et le guitariste-chanteur de Trégorgone. Et à chaque fois, je m'étais dit, tiens, le mec est sympa, il joue bien. Donc là, quand on s'est posé la question, je me suis dit, pour une fois, prenons un mec qui est à côté de chez nous, quoi. Oui. On lui a demandé, et ça le branchait, malgré le fait de devoir apprendre comme ça plein de morceaux relativement rapidement, ça l'a branché. Et pour en revenir à ce concert à Guingamp, on s'est dit, tiens, on est tous dans le coin, est-ce que ça te dit pas de venir faire, vu qu'on répète peu également, viens faire 2 titres avec nous sur scène, ça te permettra un peu de te mettre dans l'ambiance et puis de voir comment ça fonctionne, quoi. Et de le présenter aussi, quoi, du coup. Ouais, c'était pour lancer aussi un peu pour lancer un peu l'histoire avant, c'est-à-dire que ne pas avoir joué du tout avec Infern et devoir remplacer comme ça au pied levé sur une date qui, mine de rien, moi j'aimerais bien faire. C'est pas mal. Oui. C'est une grosse salle, il y a Nervosa, Novelliste. Si je pouvais être là, je le serais. Oui. Mais comme ça, pas sauter dans le grand bain direct et puis commencer à jouer déjà, et puis c'est un pote, quoi. Voilà. Oui. Et puis, ça l'a fait. Et puis il joue très bien. Et puis, il joue très bien, oui, ça l'a totalement fait. Hein. Et puis, voilà. Après, moi, j'ai pas pu m'empêcher quand même de revenir sur scène pour chanter. Mais même si j'ai bien remarqué qu'on avait baissé le son de mon micro pour pas que je fasse de l'ombre à Julien, j'ai bien noté Mais bon, ça c'est. Et du coup, ce Warm-Up Hellfest qui arrive bientôt le 12 mars, comment vous avez été intégré greffé sur cette affiche-là? Parce que c'est vrai que le concept, ils ont la tournée avec les 2 groupes, la Novelliste et Nervosa. À chaque fois, ils essayent de prendre un groupe local pour ouvrir. C'est vous qui êtes allé au contact d'Hellfest Productions ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Comment ça s'est fait? C'est nous, en fait, dès qu'on a vu l'annonce du warm-up à Morlaix, on s'est dit, déjà du métal à Morlaix, c'est tellement rare que on va se débrouiller pour y assister. Et en plus de ça, on s'est dit, pourquoi on postulerait pas? Donc on a envoyé un mail directement à la salle du SPU à Morlaix, qui nous a répondu rapidement que ils allaient se renseigner, savoir s'il y avait encore de la place pour rajouter un groupe sur la fiche. Et donc, eux se sont chargés de voir avec le Hellfest ce qu'ils en pensaient, tout ça. Et puis, quelques semaines après, ils nous ont recontacté pour demander si on était réellement motivés et tout. Et comme c'est le cas, ça c'est fait. Bien, vous avez dû être heureux. Bon. Ouais, c'est bien, c'est une bonne date. Une belle salle avec une belle affiche. Ouais, carrément.
Parce que c'est vraiment des. Là, vous avez quelques dates qui vont arriver. J'ai vu, il y a quelques dates qui arrivent jusqu'à l'été à peu près. Vous avez booké pas mal. Effectivement, il y a des gros festivals d'été ou même des plus petits. L'été, en France, on a la chance d'avoir énormément de festivals. Est-ce que vous avez déjà des touches? Est-ce que vous allez en faire? Il y a certains, vous ne pouvez pas vous exprimer forcément puisque toutes les affiches ne sont pas encore dévoilées. Mais est-ce que vous avez contacté certaines orgas pour faire partie de l'affiche? Peut-être vous n'avez pas encore eu de réponse pour certains. Et est-ce qu'il y a des dates qui vont arriver pendant l'été ou pas du tout? Est-ce que vous prenez une pause pendant l'été aussi? Ça peut se comprendre. Les vacances avec les familles. Justement, comme on le disait, quoi, on a tous des emplois du temps professionnels un peu compliqués à gérer. Et comme là, on a pas mal tourné, on s'est dit que justement, il fallait souffler un petit peu et recommencer à répéter entre nous, composer, penser à la suite. Ouais. Donc, en effet, arrivé à l'été, là, on va calmer un peu le jeu et on redémarrera qu'à partir d'octobre, à D'accord. peu près. On a le Brutal Death Swamp à Saint-Omer Ouais, j'ai vu ça, oui. avec Vader et puis Skeletal et d'autres groupes. Voilà, donc ça va être une super affiche. Ça c'est cool. On joue à Rouen la veille pour faire la route et puis De Death Baroque. voilà. Et puis après, il y a quelques dates. On a envoyé des messages pour jouer au Motocultor, au Hellfest et compagnie, mais ça après Oui. c'est pas nous qui décidons. Et puis, Ah non, vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. Après, c'est ouais, c'est. donc après, on est déjà content d'avoir fait beaucoup de concerts cette année. On ambitionne un peu de peut-être un peu moins tourner sur la Bretagne parce que les Bretons commencent à bien nous connaître maintenant. Et puis, Oui. C'était aussi le fait de sortir l'album, tourner pour aussi nous s'aguerrir en tant que musiciens ensemble. Ouais, c'est un projet. Voilà. Et puis après, si on arrive à faire des festivals, des concerts un peu. On va essayer quand même, entre guillemets, de un peu moins enchaîner les concerts pour faire des dates un peu plus. Enfin, pas plus intéressantes, parce que tout ce qu'on a fait, c'était vachement bien. Un peu plus importante, quoi, peut-être. Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas se permettre de partir non plus 3-4 jours en tournée ou une semaine. Voilà. On a des propositions des fois de tourner, de faire des concerts le jeudi, le vendredi. Ouais. Et puis C'est pas simple. aller jouer à Bordeaux, aller jouer à Lille, aller jouer à Marseille, c'est pas viable économiquement non plus. Ouais. Voilà, pour des groupes de notre standing qui touchons un petit cachet et puis qui essayons à la fin de pas perdre d'argent à la fin du week-end, il y a un moment donné où en fait, comme c'est une passion, on met les petits plats dans les grands pour faire les choses bien, mais à un moment donné, on peut pas non plus à chaque fois qu'on fait un concert que ça nous coûte de l'argent, quoi. Oui, non. Donc, mais bon, voilà. On dit ça, mais en même temps, on met des choses en place qui font qu'on va quand même faire des concerts un petit peu loin, à droite à gauche. Voilà, ouais. On va aller jouer à Saint-Omer justement pour le Brutal Swamp. On sait qu'on va pas gagner d'argent, mais on s'en fout un peu. On fait aussi ça pour s'amuser, propager notre musique. Bien sûr. Et qu'on se rend. Si pour l'instant, on n'a pas joué en région parisienne. On n'a pas été joué autre part, finalement, Bretagne et puis Loire-Atlantique. Mm. C'est pour l'instant, les gens commencent à bien. On a un following, on va dire. Je vois toujours les mêmes têtes à chaque fois. Aimé et compagnie, là. Bruno, Oui, bah oui. Bruno, Zenek. Didier. Bruno, votre vidéaste officiel. Tout à fait. Et donc, si on arrive, effectivement, voilà, est-ce que le Samien Fest, est-ce que un concert, voilà, et puis petit à petit. Et puis c'est aussi à un moment donné, nous aussi, d'avoir. On peut pas tout faire, donc on peut pas Non, sûr. faire des concerts tous les 2-3 semaines et composer et et répéter pour faire des nouveaux morceaux et tout ça. Donc il faut c'est des périodes. Là, on a fait une bonne période de live. Et si on a un festival intéressant à l'automne ou 2-3 bonnes dates fin 2025 avec un autre groupe, on arrive à s'organiser une petite tournée de 3 jours d'affilée, ce genre de choses, ça peut être très bien, quoi. Mais il faut qu'on arrive à le mettre en place avec notre booker, Sylvain. Ouais, on travaille là-dessus, ça va se faire. Pour ça, quand tu dis que tu veux pas aller à Bordeaux, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça que j'ai dit.
J'ai dit que c'était compliqué d'aller à Belgrade. C'est vrai qu'il a fallu qu'on refuse. J'avais une question un peu poil à gratter, on va dire. Migou et moi avons eu des discussions un peu animées avec certaines personnes au sujet d'Infern. Oula. Des gens qui étaient très fermés par le fait que la musique d'Infern, ça passait pas. On a beau nous leur expliquer, mais non, mais si. En gros, le sujet sensible et le point qui revient tout le temps, c'est Bolstrower. Et ces gens-là étaient plus du côté ouah, c'est du plagiat de Bolstrower, alors que nous étions plus dans dire non, c'est un hommage. Alors, Infern, plagiat ou hommage à Bolstrower? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Ça fait partie des groupes qu'on aime et qu'on écoute, mais pour tout te dire, moi j'en ai qu'un seul, l'album de Bolstrower, donc voilà. Je sais pas, je ne saurais même pas trop quoi te dire, quoi, parce que je trouve que les trois quarts des... J'y ai pensé à cette histoire et c'est vrai que j'arrive pas à savoir si c'est. En fait, comme on n'est pas objectif, puisqu'on est comme c'est nous qui faisons les morceaux, on y a mis ce qu'on avait à y mettre de nous. Julien, il a jamais entendu parler de Bolstrower avant qu'on lui en parle. Les mecs disent que c'est le sosie vocal de Carl Willets, ça me fait doucement rigoler. Je suis pas d'accord. Plus à celle de Chris Burns, mais bon. On aurait dit, son placement, ok, mais sinon... Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, et moi, je respecte tout à fait ça. Donc, si ça leur rappelle Bolstrower et qu'on a une vibe Bolstrower, bah, tant mieux. Par contre, la réalité, c'est que c'était pas... c'est pas voulu, en fait. Oui, voilà. On s'est pas dit, tiens, faisons un copycat, tiens, composons des morceaux à la Bolstrower. La réalité, je pense, c'est aussi une histoire de marketing, entre guillemets. Ouais. Parce que, à mon avis, annoncer Infern pour les fans de Bolstrower, Asphyx, machin truc, et là, c'est ça que tu vois en premier. C'est ça, ouais. Undertow, le premier morceau de l'album, c'est peut-être celui qui sonne le plus Bolstrower, on va dire. Bah, c'était avec celui-là, justement. Je pense que les gens se sont vraiment dit ça, parce qu'après, ces gens-là non plus n'ont peut-être pas été plus loin que ce morceau-là. Donc la réalité, c'est que quand tu écoutes sur Spotify, le premier morceau qui apparaît, c'est ça. On te dit en tête de gondole le label, mais parce que voilà, et Alex, il a raison, quand tu veux, entre guillemets, vendre un produit, il faut avoir une phrase d'accroche, un truc. Mais est-ce que si on refaisait l'histoire en arrière et qu'on disait Infern pour les fans de Six Feet Under et Gorefest, est-ce qu'on dirait que Julien, c'est le sosie vocal de Chris Barnes et qu'on est les nouveaux Six Feet Under français? Ouais. Ça arrive. Donc en fait... déjà, j'espère pas que vous êtes les nouveaux Six Feet Under. On vous le souhaite pas. Mais après, il faut respecter ce que les gens pensent aussi. Donc, si tu as plein de commentaires de gens qui disent que oui, c'est vrai, et puis tu as plein de gens qui disent mais pas du tout. Enfin, Archetype, Stead Puppet et autres Burning Fields, ça n'a rien à voir avec du Bolstrower. On est d'accord. Mais c'était un peu la question pour titiller, parce que c'est vraiment un truc où on s'est, mais c'est monté loin, mais c'était deux murs qui étaient face à face, et t'avais beau essayer de faire entendre, les gens restaient bloqués, et donc c'était, voilà, c'est assez drôle de voir comment vous avez créé des disputes. Après, c'est vrai que y a, alors moi je sais pas vraiment, hein, ça c'est un pur ressenti, mais là il y a pas mal de groupes qui font un peu du Bolstrower-like. Il y avait Frozen Soul aussi, qui est un groupe qui a un peu émergé, et c'était vraiment du Bolstrower-like, vraiment. Moi, il y a un groupe que j'aime bien qui s'appelle Chainsaw aussi, qui fait du Bolstrower-like. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est dans un certain contexte aussi, où les groupes, à un moment donné, ils ont envie de retrouver un peu
ce death. Et moi, mon hypothèse, c'est parce que à un moment donné, le death, il est devenu aussi extrêmement technique, extrêmement synthétique, etc. Et que des groupes comme Wallflower, Asphyx, avec des gros my tempo, des gros ralentissements, représentent aussi une manière de revenir à un côté un peu plus organique, un peu plus rentre dedans et accessible aussi, quoi. Donc, moi, c'est un peu mon hypothèse, et je pense que Infern fait partie de cette vibe-là, consciemment ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est mon hypothèse, c'est ce que j'aime à croire. Voilà. Ouais, pour moi, c'est ça, quoi. En fait, on voulait faire du death vraiment typé 90, avec des trucs qui nous parlaient, qui font taper du pied, où t'as pas besoin de compter le nombre de mesures, etc., quoi. Même si de temps en temps, on s'amuse à mettre des petits trucs un peu chiants à jouer pour s'amuser, on voulait que ça soit agréable et facile d'écoute. Évidemment, il y a, parmi les meilleurs groupes qui font ça, il y a Bolstrover, mais c'était pas le truc à atteindre, quoi. Ouais, je vois, ouais. Moi, j'englobe, après, je dis Ballflower, mais il y a Asphyx, Obituary, etc. C'est tous ces groupes qui font du death metal, qui veulent pas être un death metal un peu opaque, un peu compliqué, où tu es obligé de revenir dessus pour saisir les trucs. C'est plus direct, en fait. Voilà. Et en ce moment, je trouve qu'il y a un peu une vibe comme ça, où il y a des, entre guillemets, nouvelles générations qui reviennent à ce truc, et Infern arrive à ce moment aussi et se meut complètement dans ce mouvement, je trouve. Voilà. De toute façon, il y a des, bon, je sais pas, des modes ou des trucs, mais tu as toujours des groupes qui. Tu vois, la vague HM2 qu'il y a eu il y a quelques années, dont on ne fait pas forcément partie, mais en fait, en fait, la musique, c'est ça qui est compliqué, c'est que nous, on n'a rien inventé. À un moment donné, on n'est pas en train de créer un style. Les derniers mecs qui ont créé un style musical, c'est la French Touch. Donc, il y a un moment donné, c'est l'électro il y a 20 ans. Depuis, il n'y a pas eu de genre musical qui a été inventé depuis l'électro. Le rap d'aujourd'hui, ça n'est que. C'est la suite du rap, c'est plus du hip-hop, mais voilà. Nous, on fait du métal, on fait du death metal, et on a dit. Sauf que dans notre métal, il y a des riffs un peu de hardcore, il y a Julien qui a sa propre personnalité, Simon c'est un batteur qui écoute ce qu'il écoute lui, et puis nous on est la somme des individualités du truc, ça donne ce que ça donne, voilà. Après, forcément qu'on fait plutôt on a plutôt envie de faire des riffs lourds à la Gorefest et à la Bolstrower et ce genre de truc que du Cryptopsy ou du voilà. Et moi, ce que j'aime bien chez Cannibal Corpse, c'est les gros riffs lourds à la Scourge of Iron et puis voilà, que les trucs avec du blast à fond les ballons à 200 à l'heure. Voilà. Donc après, ça crée. Mais c'est bien que les gens. Moi, je préfère que les gens ils parlent de nous et qu'ils se battent et qu'ils s'engueulent en buvant des bières en disant ouais, mais non, mais si, qu'on parle pas de nous. Hein. Oui, c'est sûr. Tous les morceaux pour dire tiens, tu vois, celui-là il ressemble moins à Bolstrover que celui-là. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ajouter de l'eau au moulin de certains, regardez le clip de Burning Fields et j'ai mis des canons qui tirent des boulets de canon. Voilà. On m'a dit ouais, non, mais si tu fais ça. Ah ouais, mais ça va faire un peu trop Bolstrower si on met des trucs de guerre. Eh ben justement, allez. Moi, je m'en fous. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a la guerre. Et voilà. Donc là, on arrive à bientôt. On a dépassé l'heure d'interview. Robin, est-ce que tu avais encore des questions à poser ou pas? Non, moi j'attends la suite. Voilà, j'attends de voir comment tout ça va évoluer. Et puis voilà. Et puis je souhaite le meilleur et bonne chance. Et en espérant vous retrouver avec cette même énergie. Voilà, moi c'est à peu près tout. Là. C'est un grand salut pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour clôturer, généralement, avec Memento Mori, il y a la question Memento Mori, justement. Memento Mori, qui veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Donc, souviens-toi que tu es vivant. Alors, si vous aviez un conseil Memento Mori à donner, lequel serait-il? Facile, ça, comme question. Tu veux dire, donc souviens-toi que tu es vivant, quel serait le conseil Souviens-toi que tu es vivant, donc ouais. Donc que tu vas mourir. Que tu vas mourir. Donc, comme tout le monde, hein, profiter de tout ce qu'on a et qui les est sous la main, sous les yeux, et que souvent on passe à côté. Profiter de ce qu'on a, donc boire un peu plus de bière triple.
La bière triple. Ouais, non, c'est vrai que nous, c'est ça aussi, c'est qu'on se fait vraiment plaisir avec le groupe et on prend du temps ensemble et on est 5 individus un peu différents et parfois on se titille un peu les uns les autres, mais on est content d'avoir réussi à mettre en place ce truc qui avance, en tout cas dans une direction. Voilà. C'est pas toujours facile à tenir et à garder le cap, mais justement, faut profiter de ça et en fait, tous les jours, chérir le fait que ça existe et qu'il faut continuer à le faire exister, quoi. Ok, parfait. Bon, bah, Pierre-Loup, Sylvain, merci pour ça, pour votre disponibilité Merci. pour cet entretien. C'était bien cool. Merci, Merci Robin. Merci. À Et vous. puis, bah, on vous souhaite le meilleur et plein de bons concerts à venir. Là, vous avez quelques dates qui arrivent, donc ça va vous prendre encore quelques, Ouais. Du temps. quelques journées de boulot. Après une bonne pause cet été, et puis bah, donc à l'automne, on a bien noté, il y a des dates qui vont se préparer, on va suivre ça de près. Et donc Ouais. on vous conseille tous d'écouter, si c'est pas déjà fait, l'album, et je sais pas s'il va apparaître à l'envers ou pas, on verra bien au final, mais bon, vous le mettrez à l'endroit. Turn of the Tide d'Infern. Et puis bah écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt les gars. Merci à vous. Ciao. Merci. Salut. Bon webzine.